Nous accueillons aujourd'hui l'un des plus célèbres combattants de la mémoire, en la personne de Maître Serge Klarsfeld. Maître Serge Klarsfeld, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat, historien, vous avez publié de nombreux ouvrages, notamment le mémorial de la déportation des Juifs de France. Récemment, vous avez publié vos mémoires, c'était en 2015, et vous êtes évidemment connu comme l'un des plus célèbres combattants pour la mémoire des victimes de la Shoah, mais aussi vous êtes connu pour votre combat contre l'oubli des bourreaux. Votre père, Maître Serge Klarsfeld, a été déporté en 1943. Il était à Nice, il a été arrêté, transféré à Drancy, puis ensuite déporté à Auschwitz-Birkenau, dont malheureusement il n'est pas revenu. Vous aviez 8 ans à cette époque. Quel souvenir gardez-vous de cet épisode tragique ? Un souvenir extrêmement tragique, puisque mon père avait construit, à l'arrivée des Allemands à Nice, un double fond dans un placard, parce qu'il était difficile de s'évader de Nice même. Et il nous a cachés, ma sœur, ma mère et moi, derrière ce double fond, en acceptant d'ouvrir la porte pour que les Allemands ne cherchent pas. C'était les Allemands. À Nice, c'était exclusivement la Gestapo. Et dans la nuit du 30 septembre 1943, vers minuit, nous avons été réveillés, mais nous avions déjà répété tout ce qu'il fallait faire pour cacher la présence d'une famille et simplement laisser mon père ouvrir la porte. Mon père nous avait dit quelques jours avant, si nous sommes arrêtés, moi je survivrai parce que je suis fort, mais vous ne survivrez pas. Et il ne savait pas ce qui allait se passer, mais il pensait que nous allions mourir, les personnes faibles, incapables de travailler. Et donc, nous nous sommes dissimulés derrière ce double fond. La Gestapo est arrivée, la famille voisine de l'appartement mitoyen était juive également. Il y avait beaucoup de juifs à Nice réfugiés parce que avant les Italiens protégeaient les juifs, mais lorsque les Allemands sont arrivés, eh bien c'était la chasse aux juifs par la Gestapo. Ils ont commencé à frapper les enfants qui étaient dans l'appartement voisin, les cris. Tout cela était une expérience extrêmement éprouvante et nous sommes restés toute la nuit derrière ce double fond. Et lorsque la Gestapo a frappé à la porte, a sonné, mon père a ouvert et ils ont dit tout de suite « Où est votre femme et vos enfants ?» Mon père a dit « L'appartement a été désinfecté ». Ils sont partis à la campagne, ils n'ont pas insisté et ils ont dit à mon père de s'habiller. Ils sont sortis, mon père a rouvert la porte du placard. Ils ont quand même cherché, bien entendu, et un Allemand a ouvert la porte du placard et a rabattu les vêtements qui se trouvaient sur la tringle, mais il n'a pas touché ce qui était un faux mur. Il se serait rendu compte s'il l'avait fait, et nous avons passé la nuit dans une atmosphère de terreur. Nous étions conscients que, même enfants, ma sœur et moi, que c'était notre vie qui était en jeu. J'ai derrière moi, je vois le journal d'Anne Frank. Anne Frank aussi était derrière une fausse cloison, mais malheureusement, beaucoup d'enfants que leurs parents avaient cachés, surtout en Pologne, dans des cachettes, ont été pris. Et moi, j'ai survécu, voilà. Donc, mon père a disparu à Auschwitz et je suis resté avec ma mère et ma sœur. Bon, par rapport à d'autres enfants de la Shoah, en France, j'ai gardé quand même ma mère. Et donc, ça, c'était essentiel. Ceux qui ont perdu et leur père et leur mère, là, c'était un choc presque insurmontable. Et comment s'est passée votre vie ensuite, pendant la guerre ?
vous avez dû, j'imagine, vous cacher. Là, pendant quelques mois, nous avons essayé d'échapper à la Gestapo, qui à Nice était extrêmement active, et qui faisait des contrôles dans les rues, nous allions d'un hôtel à un meublé, puis finalement on est revenu dans notre propre appartement, et ma mère a dit, si les Allemands arrivent, ah ben, c'est moi qui ouvrirai la porte, et vous cacherez. Elle nous a donné des instructions. Dans la rue, on marchait d'un côté de la rue, ma mère de l'autre côté. Dans le bus, elle était à l'avant, nous à l'arrière, etc. C'était pendant 4 mois, nous avons vécu ainsi, traqués, comme beaucoup de Juifs à Nice. Et le bilan, plusieurs milliers de Juifs ont été arrêtés donc, par la Gestapo. Et en mars 1944, nous sommes partis dans la Haute-Loire, où là, la situation était beaucoup moins dure, quoi. Après la guerre, eh bien, en 1946, nous sommes repartis à Bucarest. Mon père était roumain, ma mère était russe, mais de Bessarabie, donc elle était roumaine également. Nous sommes repartis, nos familles étaient aisées en Roumanie, on est repartis en Roumanie et les communistes ont pris le pouvoir. Et nous nous sommes échappés de la Roumanie. Ma mère a dit, après la Gestapo, la GPU, non. Et nous avons réussi à rejoindre la France. Et donc, j'ai eu l'expérience de 2 totalitarismes. Donc, je suis resté vraiment, comment dire, profondément à l'écart des extrêmes. Voilà. Quand et comment vous avez rencontré votre future épouse, Béate ? Dans le métro, tout simplement, à la porte de Saint-Cloud, là où je vis. Vous voyez, ensuite, on a fait le monde entier, on a beaucoup voyagé, avant aussi. Mais finalement, c'est à la porte de Saint-Cloud que j'ai rencontré mon épouse. Je l'ai un peu draguée, quoi, disons, voilà, tout simplement. Bon, c'était une jolie fille, alors bon, voilà. Et quand vous avez votre premier fils, Arnaud, oui. Vous avez appelé comme votre père, est-ce que vous lui avez très tôt parlé de la déportation de son grand-père? Parce qu'on dit souvent qu'après la guerre, il y avait une sorte de chape de plomb, de silence par rapport à ces événements. Dans votre famille, comment ça se passait? Oh non, dans notre famille, on parlait, entre nous, on parlait souvent de ces événements. Et mon fils est comme Astérix, un Astérix juif tombé dans la marmite. Et donc il a immédiatement, dès qu'il a été conscient, il a pris connaissance du destin de la famille. Mais il était conscient qu'il venait d'une part d'un grand-père qui était soldat dans l'armée allemande et d'un grand-père qui est mort à Auschwitz. Et il a assumé particulièrement bien, quoi. Est-ce que vous pensez que finalement ce qui a été la cause principale de votre engagement pour la mémoire, ce combat, ces événements évidemment personnels, donc la déportation de votre père, ou il y a eu d'autres facteurs qui ont concouru à ces choix dans votre vie? C'est-à-dire que si je n'avais pas eu cette expérience traumatisante en tant qu'enfant, certainement je n'aurais pas fait ce que j'ai accompli. Mais également, c'est le fait d'avoir rencontré une Allemande. Il y a eu une synergie de la volonté d'un Juif de défendre la mémoire de ce qui s'était passé et d'une Allemande qui entendait réhabiliter l'Allemagne. Ça a causé une synergie parce qu'on était ensemble et donc ensemble on a fait... Moi je l'ai aidé dans sa campagne pour épurer l'Allemagne des anciens nazis qui étaient partout, y compris au sommet du gouvernement. Et elle m'a aidé dans la campagne pour faire juger les criminels nazis qui avaient déporté les Juifs de France. Oui. Je voudrais m'arrêter un instant justement sur le fait qu'un fils de Juif déporté épouse une Allemande. Symboliquement, c'est très fort, puisque est-ce que c'est une manière de dire finalement que nos choix sont plus importants que nos origines? Et est-ce que vous pensez qu'au niveau de l'Allemagne, justement, c'est une manière de montrer qu'il y a une possibilité de repentance, voire même de rédemption? Est-ce que vous voyez les choses de cette manière?
Je dirais que ma mère ne m'a pas enseigné la haine de l'Allemagne. Elle avait vécu en Allemagne, elle avait étudié en Allemagne. Elle considérait que il y avait les Allemands qui étaient respectables et les Allemands qui ne l'étaient pas. Et puis ensuite, j'ai lu, lorsque j'avais quand même... j'ai pas appris l'allemand, par exemple, alors que normalement j'aurais dû, mais je n'ai pas appris l'allemand. J'avais des préjugés, c'est évident. Mais à 17-18 ans, j'ai lu le livre La Rose Blanche, qui racontait l'histoire des résistants allemands, des jeunes étudiants et de leurs professeurs qui, à Munich, catholiques, c'est-à-dire n'étant pas des communistes, des catholiques qui se sont engagés contre le nazisme, qui ont distribué des tracts et qui ont fini par être arrêtés. Et une poignée d'entre eux ont été décapités pour avoir agi ainsi contre le nazisme. Donc j'ai pensé que leur sang, je dirais, leur sacrifice, eh bien, valait la peine de bien regarder chaque cas particulier en Allemagne et de ne pas, disons, les couvrir d'une culpabilité collective dont ils ne pourraient se dégager, de même que les Juifs, à l'époque, ne pouvaient se dégager de leurs conditions de Juifs. C'est pas parce qu'ils étaient Allemands ou c'est pas parce que nous avions 3 grands-parents juifs qu'il fallait regarder les choses ainsi. Il fallait regarder chaque personne en particulier. Et donc, puisque j'aimais la femme que j'avais rencontrée, ben, je pouvais l'épouser et puis je pouvais avoir une vie normale avec elle. Mais la vie n'a pas été normale parce que, bon, la conjonction... et c'est elle qui a pris le départ de l'action, dans la mesure où, en fin 66, quand un chancelier qui avait été ancien haut propagandiste allemand nazi, a été élu à la chancellerie allemande, eh bien, elle a pris ses responsabilités, elle s'est engagée et je l'ai aidée, voilà. Enfin, est-ce que vous avez prévenu à l'époque qu'elle allait gifler ou alors est-ce que vous l'avez découvert avec le monde? Gifler, c'est arrivé au bout d'une année de campagne, d'articles, et puis également de tentatives de mobiliser en Allemagne contre cette situation à laquelle les gens étaient accoutumés. Il y avait les anciens nazis, ils avaient entre 30 et 50 ans, ils étaient actifs, ils étaient partout dans la société allemande, et personne n'était ému de cela. Et Beate a été, elle, émue. Elle travaillait à l'Office franco-allemand pour la jeunesse, à la création de cet office par De Gaulle et par Adenauer. Elle a décidé de rapprocher les jeunesses françaises et allemandes. Elle s'est engagée comme secrétaire à cet office et elle en a été révoquée. Et là, nous nous sommes trouvés dans une situation particulière, puisqu'elle était révoquée à Paris de son travail. Et moi, je voyais ma femme, alors que j'étais fils de déporté, je voyais ma femme française, puisqu'elle était par mariage française, eh bien, mise à la porte de son travail à Paris, parce qu'elle avait dit que c'était mal pour l'Allemagne d'avoir pris un chancelier nazi. Et donc, j'étais le premier à me retrouver, et le seul d'ailleurs, à me retrouver dans une situation tout à fait exceptionnelle. Et donc, j'ai décidé qu'il fallait, avec Beate, on s'est rencontrés, et immédiatement, dès qu'elle a reçu une lettre de révocation pour avoir écrit contre le chancelier allemand, et nous avons décidé de nous battre, pas seulement pour l'honneur, mais pour réussir. Et donc, que c'était la priorité. Elle a commencé par une interruption de séance au Parlement allemand en criant « Kiesinger nazi démissionne ». Et Kiesinger, qui était en train de parler, elle a vu qu'il était ébranlé par cette interruption et par ce cri. Et nous avons réfléchi quel était le geste et on a
considérait que la gifle venant de la part d'une jeune femme allemande au chancelier allemand, c'était la gifle de la fille à son père, et que ce serait un choc considérable dans la société allemande. Et ça a été le cas, et donc il fallait authentifier la gifle, il fallait donc prévenir qu'elle essayerait de le faire de façon à ce que le geste ne soit pas dénaturé en femme hystérique, etc., et que ce soit un geste politique. Et effectivement, elle a réussi à le faire au péril de sa vie, puisque les gardes du corps ont dégainé ils voulaient tirer, mais ils ne pouvaient pas tirer parce que le chancelier était entouré. Et d'autre part, elle a risqué sa liberté, puisqu'elle a été condamnée à 1 an de prison ferme immédiatement, quelques heures après son geste. Voilà. D'accord. En 1978, vous publiez le mémorial de la déportation des Juifs de France. Quel était votre objectif en publiant cet ouvrage? Il faut rappeler ici qu'il y a eu 76 000 Juifs de France déportés, dont 11 000 enfants. Votre but, c'était de redonner un nom, une identité, faire travail, œuvre d'historien? C'était plutôt une réponse ou une préparation du procès de Cologne. Après 8 années de combat, nous allions faire juger les responsables, les coupables de l'organisation, les hauts responsables, les 2 plus hauts responsables véritables de la déportation des Juifs de France, Kurt Lischka, Herbert Hagen, à Cologne. Et je voulais que pour ce procès, qu'il y ait 76 000 parties civiles. J'avais plusieurs centaines de parties civiles qui étaient les enfants des déportés. Mais je voulais que tout le monde soit là, et je voulais que la justice allemande authentifie ce qui s'était passé en France. Donc je ne concevais pas d'aller au procès de Cologne sans avoir le listing, c'était cela. L'accusation, c'était vous avez tué toutes ces personnes, vous avez organisé la mort de toutes ces personnes. Et pour ça, il fallait faire un mémorial, mais je l'avais préparé déjà depuis 75, 76, j'avais l'idée, et puis il fallait véritablement le préparer. Donc j'ai fait le tour, j'étais en Belgique, en Allemagne, en Israël, aux États-Unis, en Pologne, et j'ai rassemblé le maximum de renseignements, tout en sachant que je comblais une immense lacune qui était le fait que ça n'avait pas été fait, tout simplement. C'était donc à nous de le faire, et avec un groupe d'orphelins de déportés, eh bien, on a pris des cartons à chaussures, on a pris pour chacun a pris 1000 cartes Bristol, des petites cartes Bristol, et je leur ai dit, voilà, il faut mettre le nom, le prénom, la date, le lieu de naissance, la nationalité, et de chaque personne qui est sur les listes. Et les listes, je les avais retrouvées soit au mémorial de la Shoah, qui était le centre de documentation juive contemporaine à l'époque, et puis, je les ai retrouvés en Allemagne, donc en Belgique, et finalement même aux États-Unis. On a fait un mémorial à peu près exhaustif, convoi par convoi. Et en 2012, après 30 années de recherche permanente, j'ai pu faire un deuxième mémorial, cette fois par ordre alphabétique et en réunissant les familles, parce qu'il y a par exemple plus de 1000 Lévis. Alors, comme le père parfois a été déporté par un convoi, la mère par un autre convoi, les enfants par d'autres convois, il fallait réunir les familles. Mais comment réunir les familles? Il fallait trouver le moyen. Le moyen, c'était les adresses d'arrestation ou les adresses de domicile permanent. Et cela, ça a été une recherche de documents à travers toutes les archives départementales en France, une recherche des documents et une compilation permanente de documents pour pouvoir finir ce travail et réunir les familles dans un mémorial alphabétique. 1 an après ce mémorial, en 1979, vous créez l'association des fils et filles de Juifs déportés de France. À quel besoin répondait cette association, selon vous?
D'abord le procès de Cologne qui a eu lieu en 79 et qui s'est terminé en 80, et puis aussi défendre les intérêts moraux et matériels des enfants déportés. Moi, je voyais des enfants déportés qui voulaient la justice, mais qui voulaient aussi la mémoire, l'histoire. C'était pas encore écrit, cette histoire de la Shoah en France. Les lieux de mémoire, le mémorial, il était vide, c'est-à-dire il était plein de documents, mais il était vide parce que les gens n'y allaient pas, il n'y avait pas l'intérêt encore pour... Et puis aussi, il y avait des revendications. Ces revendications, nous avons pu les satisfaire, c'est-à-dire une pension pour les orphelins de la déportation. Je ne voulais pas que les orphelins de la déportation, ceux qui avaient perdu leur père, leur mère, qui étaient incapables de réagir dans la vie parce qu'ils avaient été trop traumatisés, eh bien ceux-là, il fallait les aider, les empêcher de tomber dans la misère dans leur troisième ou quatrième âge, et ça, nous y sommes parvenus. Donc il y avait une nécessité de transformer notre action individuelle qui peu à peu avait obtenu un assentiment et une réunion d'un certain nombre d'orphelins autour de nous, il fallait la transformer en action collective. Et d'autant que dès 1975, nous avons envisagé, après l'examen des manuels scolaires de terminale en France, nous avons envisagé de changer la mémoire du rôle de Vichy, puisque dans les livres d'histoire, il n'était pas écrit nulle part que c'était les policiers français qui avaient arrêté la grande majorité des Juifs en France. Nous allons rejoindre le rabbin Didier Kassabi au mémorial de la Shoah à Paris, où se déroulait l'exposition Beat et Serge Klarsfeld. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans un haut lieu de souvenirs et de mémoire, puisque nous sommes au mémorial de la Shoah. Et nous sommes accueillis aujourd'hui par Olivier Lallieu, responsable des lieux de mémoire, de souvenirs, et commissaire de l'exposition sur Serge et Beat Klarsfeld. Olivier Lallieu, merci de nous accueillir ici. Tout d'abord, avant de parler de l'exposition directement, est-ce que vous pouvez déjà nous parler, de manière générale, des vocations surtout, du mémorial de la Shoah? Le mémorial de la Shoah, c'est une institution qui, en vérité, puise ses racines dans le Centre de documentation juive contemporaine, qui a été créé il y a 75 ans, en avril 1943, à Grenoble, pendant la Seconde Guerre mondiale, par un homme qui s'appelle Isaac Schneerson, et qui va avoir une intuition extraordinaire, celle de vouloir collecter les traces, les preuves, la documentation relative à la persécution des Juifs de France qui est en train de s'accomplir sur le territoire français depuis 1940, conserver les preuves de la persécution pour le temps de la liberté revenue, pouvoir écrire l'histoire et demander justice. Aujourd'hui, la vocation de ce mémorial, exactement pour les générations futures? Aujourd'hui, le mémorial dispose de plus de 45 millions de pièces d'archives, 250 000 photographies qui ont été collectées en France et aux quatre coins du monde. À cette vocation documentaire, patrimoniale, Isaac Schneerson a voulu, dès la fin des années 40, ajouter une dimension mémorielle essentielle, c'est-à-dire vouloir installer ici, à Paris, au cœur du continent européen, Paris, capitale des Lumières, un lieu de mémoire qui n'existe pas encore sur le continent européen, qui d'ailleurs n'existe pas encore dans le monde, un lieu où serait honorée la mémoire des 6 millions de victimes de la Shoah. Et il va installer donc ici, rue Geoffroy-Lanier, dans ce qui va être appelé le tombeau du mémorial du martyr juif inconnu, rapidement le mémorial du martyr juif inconnu, ce lieu de mémoire au cœur duquel se trouve une crypte qui renferme des cendres provenant des différents centres de mise à mort et des différents ghettos d'Europe. Donc un premier lieu de mémoire inauguré ici en 1956 en hommage à ces 6 millions de victimes, dans ce même bâtiment également où vient s'installer le Centre de documentation juive contemporaine. Et à ces deux piliers, la mémoire, l'hommage de la nation, l'hommage de la communauté juive, également le travail et la collecte d'archives, qui est alors un centre de recherche et un centre d'archives qui n'a pas d'équivalent non plus dans le monde, puisqu'alors que les archives officielles sont alors sous embargo, eh bien, ces archives ici collectées, dans lesquelles d'ailleurs l'accusation française au procès de Nuremberg va largement puiser,
pour soutenir l'acte d'accusation. Nous sommes, depuis 1945, tout entiers, ouverts au public, c'est-à-dire à la fois aux chercheurs, aux historiens, mais également ouverts aux familles qui viennent ici trouver, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ces traces du parcours souvent terrible de leurs parents déportés ou morts durant la Shoah. À partir de 1956 et plus encore dans les années 90, 2000, nous avons ajouté à ces dimensions une dimension pédagogique et une dimension historique fondamentale pour communiquer, pour restituer à la nation tout entière et notamment aux plus jeunes générations ce qu'était cette histoire et les faire réfléchir également aujourd'hui sur les autres génocides du XXe siècle. C'est sous ce nom de Mémorial de la Shoah qu'en janvier 2005, notre institution, après des années de travaux d'agrandissement et de rénovation, a été ouverte au public, inaugurée par le président de la République de l'époque, Jacques Chirac. Vous accueillez de nombreuses expositions ici même, et actuellement une exposition assez intéressante, exceptionnelle, sur le couple Beat et Serge Klarsfeld. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots? Quel est leur rôle exactement dans ce travail de mémoire et de transmission de la Shoah et du souvenir de la Shoah? Le rôle de Beat et de Serge Klarsfeld, il est à l'échelle de l'histoire de la mémoire de la Shoah, non seulement en France, mais en Europe et on peut le dire aussi à l'échelle mondiale, un rôle tout à fait exceptionnel. D'abord, l'un comme l'autre, chacun avec ses particularités. Beat est une jeune femme allemande, non juive. Serge Klarsfeld est un orphelin de la Shoah. Son père a été arrêté et déporté à Auschwitz en octobre 1943. Il va mourir à Auschwitz. Chacun à sa manière a voulu, à ce cap des années 60, marquer une rupture avec ce qui étaient les silences, les tabous aussi de la représentation de la Shoah dans l'espace public, en France et en Allemagne. Et la première à s'engager sur ce terrain, c'est Beat Klarsfeld, qui va, et on s'en souvient, gifler publiquement le chancelier Kissinger, le chancelier allemand, ouest-allemand de l'époque, pour dénoncer son passé nazi et son accession aux plus hautes responsabilités en Allemagne de l'Ouest. Serge Klarsfeld, lui, qui soutient la démarche de son épouse, de celle qui est devenue son épouse, va, lui, tout au long de la décennie des années 70, non seulement faire un travail d'histoire, de documentation, pour écrire ce qui est une page souvent vierge de l'histoire de la persécution et de la déportation des Juifs de France et d'Europe, et puis, rapidement, à la fin des années 70, s'engager sur le terrain judiciaire pour obtenir le jugement d'un certain nombre de ses responsables, non seulement allemands, mais aussi français, de la persécution des Juifs. Alors nous retrouvons donc ce fameux mur. Comment est-ce que ce mur a-t-il été constitué et comment avons-nous fait pour recenser les noms des 76 000 déportés de France? Est-ce que ce mur a pu être constitué au fur et à mesure grâce aux travaux des Klarsfeld? Le mur des noms est d'abord le fruit du travail colossal mené par Serge Klarsfeld et l'association des fils et filles des déportés juifs de France, qui a abouti en 1978 à la publication du mémorial et qui a été repris dans une nouvelle édition en 2012. Mais ce mémorial était lui-même tiré des listes des convois de déportation qui avaient été recueillis dès la fin de la Seconde Guerre mondiale par le CDJC. Et donc il a fallu travailler à partir de ces listes, et Serge Klarsfeld en a été un artisan exceptionnel, pour en combler les manques, retravailler également sur les incertitudes qui étaient portées par ces documents. Et c'est un travail que nous avons mené à bien grâce à Serge Klarsfeld, mais également à un formidable travail de recherche mené par les équipes du Mémorial de la Shoah et qui va aboutir dans quelques mois à la rénovation de ce mur des noms. Vous parlez du travail d'éducation, effectivement, sur les nouvelles générations. Et j'imagine aussi qu'il y a un pôle particulièrement important, celui du combat contre toutes sortes de négationnisme, qui se développe de plus en plus en Europe et partout dans le monde finalement. Est-ce que ce genre d'exposition, est-ce que le travail que vous effectuez s'oriente également pour lutter contre ces négationnismes? La question du négationnisme, elle est apparue dès les années 70 et elle n'a cessé depuis d'être présente dans l'espace public en France, en Europe et dans de nombreux pays du monde. C'est aussi beaucoup développé grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet qui offre une caisse de résonance malheureuse
à ce phénomène négationniste, complotiste, qui marque beaucoup également l'esprit des nouvelles générations. La vocation du mémorial de la Shoah était et reste encore aujourd'hui de faire un travail d'histoire, de mémoire et de transmission. Et de ce point de vue-là, le combat que nous engageons, c'est d'abord un travail de sensibilisation auprès des nouvelles générations pour leur faire prendre conscience que l'histoire de la Shoah, ce n'est pas une croyance, c'est un fait historique étayé sur des documents et qui s'inscrit également dans la vie d'un certain nombre de citoyens européens du XXe siècle, c'est-à-dire dans l'enchaînement des générations, une histoire qui peut à la fois sembler lointaine, mais qui en vérité ne l'est pas tant que cela. C'est donc une histoire fondamentalement moderne que nous cherchons à transmettre et sur laquelle nous essayons de faire réfléchir l'ensemble de nos concitoyens, y compris les plus jeunes. Pour revenir à la déclaration du président Jacques Chirac en 1995, où il reconnaît la responsabilité de l'État français dans la déportation et l'extermination des Juifs de France, pourquoi elle a été si tardive? On l'a préparée, je dirais, par tout le travail qu'on a fait pendant 15 ans, parce que nous considérions qu'à l'époque, il y avait, disons, une confrontation de deux France, c'était une guerre civile. D'ailleurs, en 1942, au mois de juin, il y a eu Bir Hakeim, et au mois de juillet, il y a eu la rafle du Veldiv. Pour nous, Bir Hakeim, c'était la France, mais la rafle du Veldiv, c'était la France. De Gaulle, c'était la France, mais Pétain, c'était aussi la France. Donc, nous avons, contrairement à d'autres qui disaient qu'il fallait que la République reconnaisse, etc. Pour nous, la République n'était pas en jeu, c'était un régime autoritaire qui avait renversé la République, c'était l'État français de Philippe Pétain. Et puis, les Français n'étaient pas en cause parce que, pour nous, nous considérions que les Français avaient été le meilleur rempart de la protection des Juifs en France et que les Français avaient aidé à sauver 3/4 des Juifs de France. Donc la République n'était pas en cause, les Français n'étaient pas en cause. C'était un État autoritaire où la décision d'aider les Allemands à déporter les Juifs a été prise par Philippe Pétain, Pierre Laval, chef du gouvernement, et René Bousquet, chef de la police. Ces trois personnes ont pris la décision. Même le Conseil des ministres a été tout simplement consulté, mais informé, mais pas consulté. C'est-à-dire on n'aura pas demandé quel était leur avis aux ministres. Il n'y a pas eu une délibération. On les a informés de la rafle du Veldiv. Et donc que c'était la France, en la personne de chef de l'État qui était le maréchal Pétain, et que la France devait assumer les responsabilités, et en particulier qu'elle devait indemniser les Juifs de France. Et donc à la veille même du discours de Jacques Chirac, sachant ce qu'il contenait, eh bien, j'ai entrepris de lancer la campagne pour les revendications, c'est-à-dire la restitution des biens qui n'avaient pas été restitués et les pensions aux orphelins. Alors, dans vos combats, il y a un combat, et pas des moindres, c'est la traque des nazis, des criminels de guerre, et d'essayer de les traduire en justice. Est-ce qu'il y avait un désir de vengeance ou pas? Vengeance, je dirais oui et non, parce que bon, c'est évident que de voir des criminels qui étaient les seuls criminels nazis au monde à ne pas pouvoir être jugés, puisqu'ils ne pouvaient pas être extradés vers la France, et ils ne pouvaient pas être jugés en Allemagne. Il fallait une nouvelle loi. Il fallait donc se battre. C'était incompréhensible, inadmissible que les dirigeants de la solution finale en France puissent être magistrats. Chef de la Gestapo de Paris, on le retrouve président de chambre au tribunal des affaires sociales du Land de Basse-Saxe, spécialiste des problèmes de victimes de guerre, alors qu'il est dans les livres d'histoire en France, qu'il est recherché en France, que des gens qui sont 4 fois condamnés à mort en France par contumace sont magistrats ou avocats ou hommes d'affaires. Tout ça était inadmissible à partir du moment où on en était conscient. Nous, on en était conscients les premiers, les autres n'étaient beaucoup moins, absolument pas d'ailleurs. Et donc on a entrepris cette campagne et il fallait des procès.
la plus grande victoire à accomplir, c'était de les faire juger et de les faire condamner par leurs enfants. Et c'est ce qu'on a réussi, puisqu'on a exigé quand même des jurés de moins de 40 ans, un président qui est moins de 40 ans, qui ont jugé des criminels qui avaient 65, 70 ans. Donc, ils étaient les enfants de ceux qu'ils jugeaient. Et d'ailleurs, lorsque le verdict a été prononcé, le président a dit aux accusés « Nous vous condamnons, même si vous n'avez rien fait depuis la fin de la guerre. » Voilà. Donc, effectivement, la plupart des nazis se sont recyclés dans la société allemande. Vous pouvez nous donner des exemples d'ailleurs de grands criminels nazis que vous avez poursuivis? Je pense à Alois Brunner. Barbie, Brunner, Brunner en Syrie. Bon, il est parti parce que il était accusé de plus de 120 000 crimes par complicité. Il s'est enfui en Syrie. Nous sommes allés, Beat et moi, 4 fois en Syrie pour déclencher l'affaire, pour faire vivre cette affaire, pour faire en sorte que la France et l'Allemagne demandent l'extradition, etc. On n'a pas réussi parce que Assad est resté au pouvoir et qu'il a continué à protéger Brunner, mais ce qu'on n'a pas pu obtenir en Syrie, on l'a obtenu en Bolivie, où finalement, après des campagnes de mon épouse, de moi-même, etc., en Amérique du Sud, on a réussi à faire expulser Barbie vers la France en 1983. Voilà. Alors sur un plan personnel, ça n'a pas été sans conséquence, puisque vous avez été vous-même victime d'attentats. Enfin, c'était peut-être... On a eu, à l'époque, on avait beaucoup de menaces et des attentats. On a eu 2 attentats, notamment à la bombe, puisque un colis piégé, la voiture qui explose avec une horloge qui défaillante, heureusement, mais le matin, je devais amener ma fille au jardin d'enfants. Et heureusement, elle a explosé pendant la nuit, donc... mais on a eu beaucoup de menaces, allemands en Allemagne, en France. On a eu de la chance aussi, donc on s'en est sorti. Et finalement, Beat a été très souvent arrêté, mais n'a jamais trop passé de temps en prison, et moi également. Donc on a eu beaucoup de chance. Comment vous voyez l'avenir aujourd'hui? Pour vous, quels seraient encore les combats à mener? Beaucoup de combats, beaucoup, malheureusement, comment dire, on a eu à mener des combats pour empêcher que l'élection d'un président de la République qui soit l'émanation de l'extrême gauche ou de l'extrême droite. Hein. Il a fallu se battre pendant 3 ans. Nous avons lancé le cri d'alarme en 2015, en disant que l'extrême droite peut très bien venir au pouvoir. Et maintenant, c'est la même chose. On se bat pour les élections européennes. Nous sommes des Européens, on est pour la construction européenne. Et donc, il faut se battre contre les extrêmes. Et il faut ramener les gens à la raison. Et c'est difficile. C'est un autre combat que les criminels nazis, hein, c'est évident. Quand on regarde en arrière, on se rend compte que l'histoire est imprévisible et que si on se place en arrière et qu'on regarde vers le futur, eh bien, on ne peut pas déceler. C'est impossible de savoir ce qui va se passer, même si on dit, si on pose un diagnostic, eh bien, on ne verra pas le résultat du diagnostic. Et le fait que les survivants disparaissent, malheureusement, Simone Veil récemment, Marceline Loridan, Ivance, comment va s'opérer la transmission de la mémoire alors que ces mémoires vivantes disparaissent, selon vous? Comme après chaque grand événement, il reste des traces. Avant, il restait des traces livresques, mais maintenant, il reste beaucoup de traces audiovisuelles. Donc, je ne suis pas inquiet sur l'avenir de la mémoire, parce qu'il y a de très grands centres comme le Mémorial de la Shoah, comme Yad Vashem, comme Washington, puis des dizaines d'autres centres, et à travers l'Europe, chaque pays a un centre. En Allemagne, il y en a aussi des dizaines. Donc, je ne suis pas inquiet sur l'avenir de la mémoire.
Mais je suis inquiet sur l'environnement politique qui fait qu'on peut très bien, si l'extrême droite prend le pouvoir, ou même l'extrême gauche, voir le mémorial de la Shoah ne plus assumer sa mission, par exemple, et les autres lieux de mémoire également. Les extrêmes sont hostiles et aux Juifs et à la démocratie et à la connaissance et à la vérité et tout. Donc il faut défendre la République, les valeurs républicaines, la liberté, la justice. Et il faut la défendre avec la même énergie que nos ennemis. Nos ennemis mettent une très grande énergie pour prendre le pouvoir et pour imposer leurs valeurs. Eh bien, il faudrait que les citoyens mettent autant d'énergie pour défendre la République et ses valeurs et défendre la construction européenne. On a pour la première fois un gigantesque espace de liberté entre des pays qui n'ont cessé de se faire la guerre. C'est un miracle, mais il faut que les gens soient conscients. Donc il faudrait que nos dirigeants soient des pédagogues et faire comprendre que nous sommes dans une situation de très grand privilégié par rapport à toutes les générations qui nous ont précédés. J'aimerais vous poser une dernière question un peu plus personnelle concernant votre rapport à l'identité juive. Si on vous demandait de définir votre rapport à votre identité juive, quelle serait votre définition? Je suis un juif de la Shoah, c'est-à-dire, moi je viens disons, mes parents n'étaient pas religieux, donc mon père n'a pas fait sa bar mitzvah, je ne l'ai pas faite, mon fils n'est pas juif sa mère n'est pas juive, j'ai jamais demandé à ma femme de changer d'identité, elle a heureusement conservé son identité allemande, et donc je suis un juif de la Shoah, donc je suis à la périphérie du monde juif. Il y a le noyau, ce sont les religieux, et moi je suis à la périphérie, un franc-tireur. Et bon, je ne sais pas quel sera l'avenir, mais enfin l'avenir de ma famille. Mais enfin, si je vois, ma fille a épousé un catholique, ses enfants ont été bénis par les deux papes vivants, ce qui est aussi quelque chose d'exceptionnel. Je me réjouis qu'elle ait épousé un bon mari et qu'elle soit heureuse et que ses enfants soient heureux. Mon fils, lui, a pris un autre chemin. Il a fait son service. Il est israélien comme moi, comme Béat. Le gouvernement israélien nous a accordé la nationalité israélienne pour service rendu aux causes juives. Et lui a fait son service, Arnaud, dans la police des frontières. Donc, il prend notre suite, même s'il est en France, même s'il est, disons, il n'est pas religieux, il n'est pas juif aux yeux des orthodoxes, mais bon, je ne sais pas ce qui arrivera finalement, même si ça s'arrête là, au point de vue familial, notre judaïsme, au moins on aura fait notre devoir. Hein. Arnaud, lui, a été notre plus proche collaborateur. Je crois qu'il prendra ma succession au point de vue... il y aura toujours un Klarsfeld, en tout cas pendant quelques dizaines d'années, j'espère. Il y a un grand penseur juif qui s'appelait le professeur Benjamin Gross, qui avait dit un jour qu'être juif, c'est d'abord être. Alors peut-être que ça résume un petit peu ce que vous êtes, puisque c'est votre combat. Être et agir. Être et agir. Donc c'est aussi une belle définition. Voilà. Maître Xavier, merci beaucoup pour ce témoignage captivant, extraordinaire. Je vous remercie. Merci beaucoup. À vous. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon dimanche et une bonne semaine.